Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial d'Éco-Débat. Aujourd'hui, en marge des Médèses, nous allons parler de thématiques on ne peut plus d'actualité pour notre continent. Nous allons parler d'investissement, nous allons parler des nouveaux lions, de ce concept de nouveaux lions africains, également de l'inclusion des économies africaines dans l'économie mondiale, et ce en compagnie de mes invités. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Fan Bamba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc le PDG fondateur de Afrique Émergence Investissement, un fonds d'investissement au Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci madame, merci. Également sur le plateau d'Éco-Débat aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moubarak Lo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, également Senior Fellow du think tank OCP Policy Center. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Alors beaucoup de questions sont soulevées, notamment comment définir un modèle économique propre aux caractéristiques des pays africains. Je pose ma question tout d'abord à Moubarak Lo. Quel est ce modèle qui ne copierait pas d'autres modèles et qui caractérise ces nouveaux lions africains? Bon, je dois dire que dans l'expérience économique, c'est très difficile pour un pays, disons, dans un premier temps, de dire je vais faire un modèle. En tout cas, d'après mes recherches, il y a un standard minimum que vous devez essayer d'obtenir. Donc on peut dire que tous les pays qui veulent s'insérer aujourd'hui dans l'économie mondiale doivent répondre à un certain nombre de prérequis. Maintenant, une fois que vous avez atteint un certain niveau de développement, là vous pouvez un peu choisir votre modèle propre et dire que voilà ce que je veux faire de mon pays. Un pays comme Bhoutan par exemple dit que aujourd'hui nous ne cherchons pas à faire la course pour la richesse effrénée, mais nous mettons la spiritualité dans notre modèle de développement. Nous voulons donc un développement équilibré qui à la fois la prospérité économique, mais également la spiritualité. Mais si vous voulez assurer, disons, à toute la population le minimum de base, voire même au-delà, donc un emploi, une éducation de qualité, une santé de qualité, économique et développement humain. Exactement. Il y a un minimum que le pays doit obtenir pour pouvoir dire que le niveau de vie est quand même de qualité dans le pays. Ce niveau de vie, si vous voulez l'obtenir, c'est très difficile de dire je vais choisir mon modèle. Aujourd'hui, il y a des standards qui sont démontrés. C'est la mondialisation qui l'exige parce que c'est un enchaînement en fait. Parce que si vous voulez créer des emplois, il vous faut de la croissance. Si vous voulez de la croissance, il vous faut des investissements. Maintenant, les investissements, vous avez des investissements intérieurs. Et l'État peut faire des choses à travers les investissements publics, mais il y a surtout le privé national, mais également le privé étranger. Même le privé national, il n'est plus obligé aujourd'hui d'investir dans le pays, parce qu'il y a des opportunités dans la région, il y a les opportunités au niveau mondial. Et donc, il faut que le pays maintenant, pour qu'il puisse être attractif, développe des facteurs de compétitivité. C'est ça ce que j'appelle la standardisation. La standardisation commence à la base. Ce n'est pas une standardisation des conditions finales, mais une standardisation des conditions initiales. Oui. Vous devez forcément bâtir une compétitivité, donc il faut un capital humain de qualité, qui soit formé, qui soit productif. Il vous faut des infrastructures de qualité, il vous faut un environnement des affaires de classe internationale. Voilà un peu autant de facteurs. Nous allons revenir à ce point très important du climat des affaires, et notamment à quelques semaines après l'apparition du Doing Business, de la Banque mondiale, de ce classement Doing Business. Mais avant, j'aimerais faire réagir Fan Bamba sur cet aspect de caractéristiques de chaque pays, de prospérité versus bénéfice. Comment allier les deux justement? Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme l'a dit le conseiller du Premier ministre du Sénégal, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une sorte d'harmonisation des modèles, des principaux modèles de développement économique. Ce que nous disons en tant qu'hommes d'affaires, et ça c'est important en tant qu'hommes d'affaires africains, et c'est ce que nous demandons aussi à nos gouvernements, c'est aussi de prendre en compte les réalités socio-culturelles des Africains, les valeurs africaines dans toute la définition des politiques de développement. C'est clair, il y a aujourd'hui
au niveau international des standards qui sont définis par les grandes organisations de développement, Banque mondiale, FMI, la Banque africaine de développement, etc. Nous sommes tous d'accord. Mais il y a aussi véritablement des aspirations réelles des populations à des choses souvent très simples. Aussi simples que manger, avoir 3 repas par jour. Ce sont des choses simples. Les gens veulent aussi avoir un peu plus de dignité. Ce sont des choses qui sont quand même extrêmement importantes. Et pour nous, nous pensons que c'est vrai, sans bouleverser tous les modèles économiques qui sont connus et qui ont fait leur preuve certainement sur tous les continents et qui doivent être naturellement réadaptés sur nos terres. Il est important que nous comprenions que nous devons tenir compte des aspirations, de la culture, de la croyance, des coutumes, de ce qui se vit réellement dans nos pays. Et je pense que ça, ce sont peut-être ces éléments-là qui ont contribué à faire émerger les dragons d'Asie, parce qu'on en parle souvent, on dit que l'Asie s'est développée parce que justement, elle a basé son développement sur ses valeurs propres. Et nous, en Afrique, je pense qu'à force de vouloir assimiler, à force de vouloir accepter tout ce qui vient d'ailleurs, à force de donner trop de valeur à tout ce qui vient d'ailleurs, nous sommes arrivés à pratiquement avoir des complexes sur nos propres valeurs, sur nos propres croyances. Et en définitive, lorsque nous définissons nos priorités, lorsque nous définissons notre futur, nous avons tendance d'abord à respecter certains critères qui sont définis et qui sont presque imposés par l'extérieur, de sorte qu'au final, la population a souvent le sentiment qu'on parle de croissance économique et que cela ne se ressent pas sur elle. Et ça, je pense que c'est très important. Et justement, le président de Guinée équatoriale et président en exercice de l'Union africaine, donc l'invité d'honneur de cette 10e édition de Guinée-Conakry, je m'excuse, de Guinée-Conakry, qui est l'invité d'honneur de cette 10e édition des Medays, l'a bien soulevé que les États africains doivent se décomplexer, les économies africaines doivent se décomplexer et que les États africains doivent faire un peu plus confiance aux hommes d'affaires africains. Alors quand on parle, Moubarak Lo, de nouveau lion, qu'est-ce que le concept d'un nouveau lion africain en économie, comme on parle de dragon et comme on parle d'autres animaux, ou en tout cas animaux mythiques, qui font allusion à la force et justement à cette force tout court? Bon, je pense que c'est un peu tôt pour parler de nouveau lion. Vous savez, le lion, c'est d'abord une force établie. C'est d'abord l'assurance, c'est également la sagesse. Je pense que les économies africaines n'ont pas encore atteint ce niveau. En revanche, nous avons ce qu'on appelle des guépards. Le guépard va très vite, à une vitesse de 110 km par heure. Le lion va à 65 km, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc les pays africains connaissent des taux de croissance très rapides. Donc on peut les appeler des guépards. Progressivement, il faudra, au-delà de la croissance rapide, diversifier. Diversifier et pas simplement augmenter la croissance. Il faudra également s'insérer dans l'économie mondiale en exportant des biens manufacturés, en exportant des biens avec de la haute technologie. Parce que dans tout ça, il y a des indicateurs aujourd'hui. Moi-même, dans le cadre de mes recherches, j'ai calculé pour beaucoup de pays. Et on voit que les efforts restent encore à faire. Malgré tout, il y a quand même quelques pays qui ont fait quelques pas de géant en direction de l'émergence. Parce que la vraie émergence, ce serait cela, c'est d'avoir une croissance rapide, diversifiée, mais également une insertion dans l'économie mondiale, en assurant aussi une stabilité macroéconomique. Je pense que le pays qui réussit à bâtir ce complexe, on peut le considérer aujourd'hui comme un pays émergé. Parce qu'on distingue souvent émergent et émergé. Les pays émergents, le Maroc est déjà un pays émergent. Le Maroc, j'ai vu dans certains rapports, on paye de Maroc émergent en 2040. Je pense que ça, c'est ne pas comprendre ce que c'est que l'émergence. Le Maroc est déjà un pays émergent. Maintenant, en 2040, éventuellement, on peut dire Maroc émergé, mais je pense que même le Maroc peut être émergé avant 2040. En 2040, le Maroc devrait être ce qu'on peut appeler un pays post-émergent. Parce que post-émergé. Parce que vous avez des pays pauvres, vous avez des pays potentiellement émergents, vous avez des pays émergents, vous avez des pays émergés, vous avez des pays post-émergés comme la Malaisie aujourd'hui, et des pays prédéveloppés. On va se perdre, mais c'est pour vous dire que c'est aujourd'hui très simpliste de dire simplement
pays pauvres ou pays en développement. Il faudrait cette différenciation, ça permettrait de mieux rendre compte des situations des pays. Donc pour résumer, à l'Afrique, on a encore beaucoup de guépards. Aujourd'hui, sur 10 pays à croissance rapide, vous allez trouver plus de la moitié qui sont en Afrique. En revanche, pour bâtir de vrais lions, il y a encore un long chemin à faire. Alors quand on parle de Lyon, naturellement il y a des entreprises qui se distinguent. Vous êtes spécialisé dans le financement de petites entreprises. Quel est le quota, le ratio des petites entreprises en Afrique de l'Ouest, là où vous exercez actuellement? Quel est le quota dans le tissu économique de cette partie de la CEDEAO, admettons, dans le tissu économique, en petites et moyennes entreprises naturellement? Alors, je vais prendre peut-être le cas de la Côte d'Ivoire que je connais mieux, mais qui probablement résume un peu la situation dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Peut-être que monsieur le conseiller pourra peut-être donner des chiffres plus précis. Alors, généralement, les PME, les petites et moyennes entreprises, contribuent pour en moyenne 20%, 15 à 20% du PIB de nos pays. Alors qu'en termes de nombre et en termes de potentialité de creuser d'emplois, elles sont à peu près à 80% du tissu économique, 80 à 90% du tissu économique. Très bien. Et également en termes de création d'emplois, nous sommes globalement dans cette proportion. Alors donc, c'est clair que ces petites entreprises jouent et vont continuer à jouer des rôles très importants. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, moi personnellement, je suis un banquier d'affaires à la base. J'ai quitté la Citibank en 2003, dans un contexte en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Et j'ai fondé d'abord une institution de microfinance, dans un contexte extrêmement difficile. Et donc, après avoir évolué dans ce contexte, à partir de 2014-2015, j'ai décidé de mettre toute l'expérience que j'ai acquise dans cet environnement extrêmement difficile à la disposition des petites entreprises de la Côte d'Ivoire d'abord et ensuite des pays de la sous-région, notamment en matière de recherche et d'accès au financement. Parce que pour moi, ces entreprises ont du talent, il y a le potentiel d'intelligence, le potentiel de dynamisme aujourd'hui dans ces pays qui bouent. Il faut leur donner simplement les conditions. Parce que, quelles sont ces conditions justement? Alors, juste pour qu'on ait des exemples concrets, vu que vous travaillez sur le terrain et vous êtes en contact direct avec les préoccupations. Exactement. La première préoccupation d'abord, c'est la formation. La formation et le partage d'expérience. Alors, ce sont généralement des jeunes qui ont fait une formation soit académique ou professionnelle, donc qui savent de quoi ils parlent, mais pour passer de la formation technique dans son domaine à la création d'une entreprise, à la gestion d'une entreprise, il y a un gap que souvent ces jeunes ont du mal à surmonter. Donc il faut un accompagnement, une assistance technique en matière de formation, en gestion, en matière de leadership, etc., qui va donc leur permettre véritablement de transformer leurs compétences techniques en une compétence globalement managériale. Ça, c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est l'accès au financement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai, à partir de 2014, passé un peu à un niveau supérieur en créant Afrique Émergence et Investissement Holding, qui est spécialisé vraiment dans la recherche des financements à destination de ces petites entreprises. Donc vous levez des fonds pour ces petites entreprises. Quelles sont les sources de ces fonds? Alors, d'abord, il y a des fonds. Est-ce que l'État est impliqué, l'État ivoirien? Malheureusement non. Les États, malheureusement pas encore. Il y a des petits fonds qui sont créés ça et là dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest en général. Des fonds qu'on a souvent appelés les fonds sociaux, alors que pour moi, l'expression fonds sociaux ne rentre même pas là dans ces concepts. Les fonds sociaux font plutôt appel à de l'aide, alors que là, c'est véritablement des hommes d'affaires. Il faut déjà leur mettre dans l'esprit, créer en eux la confiance dont on a parlé tout à l'heure. Cette confiance va déjà dans la terminologie. On ne parle plus d'aide là, ce sont des hommes d'affaires qui cherchent des financements. C'est vrai, des financements souvent de taille modeste, mais ce sont des hommes d'affaires qui cherchent des financements comme n'importe quelle grande entreprise qui va sur le marché international ou qui va sur le marché financier lever des fonds. Généralement, les financements qu'ils recherchent sont inférieurs à 2 millions de dollars, disons à peu près autour de 1,5 million à 2 millions de dollars. Généralement, ce sont des petits fonds pour les gros investisseurs, mais pour eux, c'est souvent des fonds qui leur permettent de passer à une autre étape. Oui. Et cela manque cruellement en Afrique. D'abord, dans un premier temps, pour moi, ce que nous faisons, c'est d'aller vers le marché financier local en Afrique. Les compagnies d'assurance, les banques, des particuliers fortunés qui ont de l'argent,
et qui souvent se posent la question de savoir s'il faut continuer à l'investir souvent dans l'immobilier. C'est votre travail à vous de les convaincre. Exactement. Très bien. C'est ce que nous faisons. J'aimerais me tourner vers Moubarak Lo et cette question de grandes entreprises à présent. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de grandes entreprises africaines dans le top 500 mondial, encore moins 50? Bon, le top 500, c'est très difficile d'y entrer. Aujourd'hui, vous avez 200 pays dans le monde, vous avez de grandes puissances. Et il y a de grandes entreprises, notamment pétrolières en Afrique. Oui, ça va venir. Vous savez, le développement, c'est un processus. Je pense que d'ici 2050, vous aurez au moins 5 entreprises africaines parmi ces grandes entreprises mondiales. Aujourd'hui, en fait, en termes de développement, c'est un processus. Vous avez d'abord le processus national. Il faut d'abord bâtir des champions nationaux, ce qui n'est pas encore établi, parce que vous avez beaucoup de pays où vous n'avez pas de champions nationaux du tout. Au Maroc, vous en avez, mais dans certains pays, vous n'avez même pas de champions nationaux. Ce qui fait que toute l'économie est dominée par des compagnies qui viennent de l'extérieur. Une fois que vous avez des champions nationaux, il faut les appuyer pour devenir des puissances régionales établies. Je cite Attayari UEFA Bank, qui est une banque marocaine qui est maintenant une puissance régionale en Afrique, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais ailleurs, parce que j'ai vu que même en Égypte, ils viennent d'acheter une banque égyptienne. Donc voilà ce qu'il nous faut, des champions nationaux qui deviennent des champions régionaux, et demain, ces champions régionaux, maintenant, progressivement deviennent des multinationales, et qui puissent entrer éventuellement dans les 500 mondiaux. Si vous regardez l'expérience des pays d'Asie du Sud-Est, c'est un peu la même situation. Même les compagnies chinoises aujourd'hui, si vous prenez les 500, ce n'est pas beaucoup de compagnies chinoises, c'est sûr, parce que c'est progressivement que cette affaire se joue. Et c'est un processus qui prend 10, 20, 30 ans, 50 ans. Donc, mais ça va venir avec le temps. Ça va venir. On va maintenant passer à ces défis. Il y a de grands défis. On relève toujours un peu des défis qui reviennent, notamment la difficulté en tout cas les barrières douanières, la difficulté de transport, la difficulté de logistique. Il y a aussi ce grand défi qui est la bureaucratie. Et là, je reviens à ce point qu'on avait évoqué en début d'émission, qui relève de climat d'affaires, de ces points qui malheureusement jouent en défaveur du climat des affaires et aussi pour attirer des investisseurs qui pourraient injecter des fonds. Vous, en tant que secteur privé, que vous représentant du secteur privé ivoirien, on voit que beaucoup de pays ont évolué, beaucoup de pays africains ont évolué dans ce classement du Doing Business, mais certains points persistent. Lesquels, selon vous, en tout cas dans les pays de la CEDEAO, et peut-être plus tard des recommandations? Bon, mon pays en particulier, la Côte d'Ivoire, a beaucoup progressé. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes partis de très loin. Depuis 2012, le pays a beaucoup progressé dans le Doing Business, notamment ne serait-ce que dans le processus de création d'entreprise. Aujourd'hui, on crée une entreprise en Côte d'Ivoire en 24 heures. Au moment où j'ai créé mon entreprise en 2003, j'ai mis plus de 8 mois pour avoir un registre de commerce. Donc aujourd'hui, en 24 heures, vous avez un registre de commerce. Pour nous déjà, et pour les entreprises que je cible, notamment les PME, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on perd souvent beaucoup d'énergie à faire des démarches administratives, là où il faut utiliser nos ressources et nos intelligences à faire des choses productives. Ça, c'est déjà... Deuxièmement, je pense que l'autre défi, c'est aussi avec la définition d'une vraie politique en faveur des PME. Parce que ça, j'insiste là-dessus, parce que tout à l'heure, le conseiller le disait, et dans votre question, vous avez dit comment faire tout de suite pour faire entrer des entreprises africaines dans le top 500. Je pense que si nous nous engageons dans un processus effréné de chercher à créer des grosses entreprises, je pense qu'on perdrait beaucoup d'énergie, alors que, pour moi, créer des PME fortes, 100, 200 PME très fortes peuvent être suffisamment fortes pour affronter des grandes multinationales. Cela s'est vu dans les pays d'Asie où des petites entreprises fabricants de chaussures, par exemple, ont affronté les grandes marques internationales sur le marché international et les ont presque battues. Mais si nous voulons tout de suite nous inscrire dans un processus de construction de grands éléphants ou de grands lions d'entreprises africaines, je pense que ce serait, à l'étape actuelle, ce serait une erreur. Donc pour moi, les obstacles, c'est vraiment d'amener les dirigeants
à s'intéresser véritablement à la problématique des difficultés que rencontrent les PME. Parce que en Côte d'Ivoire, peut-être il y a du progrès, mais puisque je voyage beaucoup dans la sous-région ouest africaine et que je veux parler vraiment dans une perspective africaine, il y a de nombreuses difficultés dans plusieurs pays aujourd'hui où simplement même créer encore une entreprise est un vrai défi pour l'entrepreneur local. Deuxièmement, c'est souvent les problèmes de justice. Lorsqu'on est une petite entreprise africaine face à un géant, et les grandes entreprises sont encore trop puissantes dans nos pays, c'est très difficile lorsque vous avez affaire à eux dans un contrat. Tout ce qui est édicté dans le contrat, généralement, est fait de telle sorte que la quasi-totalité de la valeur ajoutée va vers ces grandes entreprises. Aujourd'hui, nous le voyons malheureusement dans le domaine, par exemple, du numérique, où des jeunes entrepreneurs africains et particulièrement ivoiriens développent des applications, développent des produits qui malheureusement par la suite, lorsqu'ils sont repris par des grands groupes, au final on se rend compte que cela a juste été un moyen pour ces grands groupes de se positionner à moindre coût, en s'appuyant sur peut-être les compétences de ces jeunes-là, et que véritablement il n'y a pas une jonction, il n'y a pas une véritable chaîne qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir également émerger dans le sillage de ces grandes entreprises. Et ça aussi, c'est un autre défi auquel malheureusement ils sont confrontés et qui malheureusement ils n'ont pas le soutien des autorités pour faire face à ces genres de situations. C'est ça. Donc est-ce que plus de partenariats public-privé est la clé aujourd'hui, Moubarak Lo ? Oui, pour cette émergence et puis pour faire prospérer ces PME, TPE qui deviendront peut-être un jour de grosses entreprises aussi présentes dans ce top 500. Déjà, le partenariat privé-privé. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les tracasseries. Pour pouvoir bâtir des entreprises africaines viables, il faut les joint ventures. C'est-à-dire une entreprise ivoirienne doit pouvoir s'allier avec des entreprises sénégalaises pour pouvoir bâtir des entreprises viables. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique ne commerce pas beaucoup parce qu'on n'a pas des industries viables. Et c'est difficile de bâtir une industrie viable sur un marché de 10 millions ou 15 millions d'habitants, dont d'ailleurs peut-être 20% seulement est solvable, ou 30%. Donc il faut bâtir des marchés élargis, mais aussi une coopération très forte entre les acteurs privés pour pouvoir faire des joint ventures et avancer ensemble. Maintenant, c'est toute une culture qu'il faudra inculquer à nos hommes d'affaires, le fait de se faire confiance et de travailler ensemble. Parce qu'il vaut mieux avoir 10% d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est multiplié par 100 que garder son entreprise. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, il faut que aussi l'État soit un complice positif du secteur privé. Si vous allez en Asie du Sud-Est, figurez-vous que beaucoup d'entreprises nationales qui ont émergé, c'est parce qu'à la base, l'État leur a facilité les choses. Je ne dis pas qu'il faut leur donner tout, mais à travers les appels d'offres, à travers la privatisation. Par exemple, en Malaisie, quand ils privatisent, en général, ils cherchent à donner d'abord à des entreprises nationales. C'est parce que c'est quand l'entreprise nationale ne peut pas qu'on va vraiment chercher ailleurs. Donc voilà un certain nombre de tactiques que les États peuvent utiliser. Deuxièmement aussi, il faut dans les grands projets d'infrastructure travailler avec le secteur privé. L'État de plus en plus le fait avec un cofinancement avec le secteur privé qui ensuite gère et transfère après quelques années à l'État. Nous, en tout cas, nous le faisons de manière régulière avec le secteur privé au Sénégal, notamment dans le domaine autoroutier, mais également dans d'autres domaines. Donc votre présence, Fan Bamba, au Maroc, vous a permis un peu d'avoir une idée sur l'évolution du microcrédit ici. Est-ce que effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de partenariats entre les États marocains et ivoiriens permet un peu plus de symbiose dans cet aspect particulier de financement de petites entreprises? Alors, dans le secteur particulier de la microfinance, je crois que le Maroc a beaucoup à donner dans les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu une crise dans le secteur, mais l'implication du roi dans le développement de ce secteur, notamment dans son aspect de lutte contre la pauvreté, a permis quand même de redresser rapidement ce secteur. En Côte d'Ivoire, le secteur a beaucoup souffert des 10 années de crise que le pays a connues. Il y avait à peu près 200 institutions de microfinance qui étaient
agréé en Côte d'Ivoire en 2003, au moment où je rentrais sur le marché. À la fin de la crise en 2012, il y avait moins de 50 institutions de microfinance qui étaient encore viables. Voilà. Pour vous dire que le pays nous avons ces institutions ont connu des moments difficiles. C'est vrai, l'État a pris des dispositions. Il y a eu des avantages fiscaux, il y a eu beaucoup d'assistants techniques qui ont été apportés à ces institutions. Mais naturellement, elles ont encore besoin plus d'aide, notamment d'accès au financement, qui malheureusement pour le moment n'est pas disponible au niveau de l'État. Alors ce que je voulais dire encore pour revenir sur les challenges auxquels les entreprises, d'une manière générale, les PME, pour lesquelles j'insiste à parler à leur nom, parce que souvent nous n'avons pas l'opportunité de parler au nom de ces PME-là, du secteur privé. PME, oui. Voilà. C'est que effectivement les défis dans nos sous-régions, il y a notamment les infrastructures. Aujourd'hui, pour une PME de Côte d'Ivoire qui veut vendre simplement ses produits au Burkina Faso, il n'y a pas aujourd'hui des moyens de communication. Certes, entre le Burkina, ils sont plus faciles, mais c'est quasi impossible de vendre au Libéria. Parce que simplement, il n'y a pas d'infrastructure routière entre nos deux pays. Alors que le Libéria est un pays voisin. Donc, il y a ces problèmes d'infrastructure qui causent aujourd'hui véritablement de vrais freins au développement de ces PME. Le conseiller disait tout à l'heure qu'il faut permettre qu'il y ait des joint ventures entre les entreprises de la sous-région. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, nous avons créé un consortium des PME ouest-africaines qu'on appelle le West Africa Progress Initiative, qui est une fédération, sinon une association d'entreprises des différents pays de la CEDEAO. J'en suis le président à l'heure actuelle. Et notre objectif... Alors, rapidement, le secteur privé, comment voit-il de la CEDEAO, comment voit-il l'adhésion du Maroc à cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest? Avec enthousiasme. Je le dis avec enthousiasme. Avec enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, on a vu que le Maroc est venu avec un autre état d'esprit. Le Maroc est venu avec un autre état d'esprit sur les marchés africains. Le Maroc est venu avec un état d'esprit de partenariat gagnant-gagnant. Le Maroc est venu avec un esprit de partenariat, d'égale dignité entre les différents partenaires d'affaires. Ça n'a pas toujours été le cas et nous les Africains, on n'a pas toujours perçu cela avec les autres partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui, cela a permis très rapidement au Maroc de prendre une place non seulement sur le plan économique, mais même sur le plan humain et dans le cœur des populations ouest-africaines. Et je profite de l'occasion. Le samedi prochain, le Maroc et la Côte d'Ivoire jouent un match décisif pour une place en Coupe du Monde. Je suis presque tenté de dire que le meilleur gagne, même si mon cœur bat. J'étais tenté de dire la même chose. Voilà. Un dernier mot, Moubarak Lo. CEDEAO. Aujourd'hui, le Maroc d'abord est à sa place. Parce que la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Si vous regardez la carte, le Maroc est bien en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas dire le contraire. Parce que l'Afrique de l'Ouest va de la Méditerranée jusqu'au golfe de Guinée. Je pense que ça, c'est clair. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le Maroc apporte beaucoup des innovations dans la CEDEAO. D'abord, il y a son tissu économique dynamique, son ouverture sur l'Europe et le monde arabe. Maintenant, au niveau commercial, forcément, il y a des défis. Mais je vous demande de regarder vers l'Europe. Vous avez les pays d'Europe de l'Est et centrale qui, du jour au lendemain, ont été intégrés au reste de l'Europe occidentale. Si vous comparez la Hongrie ou la Roumanie à l'Allemagne, la Roumanie a accepté d'avoir le même marché commun que l'Allemagne. Oui. Je pense qu'il faudrait regarder les solutions qui ont été utilisées en Europe pour voir comment les adapter dans le cadre de la CEDEAO pour pouvoir avoir une transition en douceur et permettre au Maroc, dès le mois de décembre, de rejoindre la CEDEAO et d'apporter son génie national et de pouvoir travailler avec les autres pays de la CEDEAO pour bâtir une économie régionale forte. En communauté. Moubarak Lo, Fan Bamba, merci beaucoup de vos précieux éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. La deuxième partie d'Éco-Débat revient juste après cette pause. À tout de suite.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez en deuxième partie de l'éco-débat aujourd'hui, nous allons parler d'une notion nouvelle, d'une notion importante et on ne peut plus aussi d'actualité, notamment au Maroc. Il s'agit de marketing territorial ou comment rendre une marque efficiente pour une région particulière. Nous allons en parler en compagnie de mes invités ce soir. Mohamed Amin Hajouj, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de la Société d'aménagement de Zenata. Bienvenue à vous. Également sur le plateau aujourd'hui, toujours en marge de cette 10e édition des MEDES, j'ai le plaisir de recevoir Michel Vauzel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien ministre de la Justice et également ancien président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors tout d'abord, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord qu'on explique cette notion de marketing territorial qui est interdépendant bien sûr du développement territorial des régions. Je commencerai avec Mohamed Amin Hajouj. Alors, le marketing territorial est une science qui, comme le territoire est un produit, ce produit, pour pouvoir le vendre et le positionner d'une manière géographique et décliner sa vocation, son positionnement stratégique en quelque chose qui peut être connu et visualisé, on développe la marque. On connaît plusieurs marques commerciales que je ne citerai pas, mais je parlerai de Mediant TV. Mediant TV, quand elle a choisi ce brand, cette marque, et là, il y a derrière une idée, une stratégie, une vocation à expliquer, à donner aux citoyens, aux personnes qui s'intéressent aux médias. Donc le territoire est un produit comme un autre, on peut lui donner une marque. Mais cette marque ne vient pas du néant, elle ne vient pas de n'importe quel horizon, elle doit extrêmement être déclinée par rapport à une vocation qu'on voudrait donner au territoire actuellement et dans le futur. Et c'est là la difficulté de l'exercice. Et justement, la difficulté de l'exercice ne réside-t-elle pas aussi dans cette erreur qu'on peut éventuellement faire en assimilant une région, par exemple, à ses produits du terroir et c'est tout. Là, je me tourne vers Michel Vauzel et en l'occurrence, qu'est-ce qui différencie la région PACA des autres régions de France? D'abord, le problème de cette région, c'est qu'on l'appelle PACA. Aucune région de France n'est appelée par un nom pareil et PACA, ça ne veut rien dire. Par contre, Provence, ça parle à tout le monde. Certainement. Côte d'Azur, ça parle à tout le monde. Donc, PACA, c'est un handicap contre lequel j'ai dû lutter pour des raisons de marketing, précisément. Pour PACA, pour donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, il a fallu pour moi prendre en compte ce qu'était la caricature, bien souvent, de villes comme Marseille, Toulon ou Nice, ou de la Côte d'Azur, ou de la Provence, ou de PACA, pour essayer de démontrer aux habitants, pour qu'ils portent eux-mêmes cette volonté de défendre leur région, mais aussi de faire connaître à l'extérieur que la Provence n'était pas seulement un lieu de tourisme connu dans le monde entier et de culture connue dans le monde entier, mais également un lieu où il y avait la plus grande université francophone du monde, Aix-Marseille, et puis où il y avait également des start-up près d'Aix, il y avait également des villes avec des industries de technologie de pointe comme Sophia Antipolis près de Nice. Donc l'effort que j'ai dû faire, c'est changer une image qui était celle de la région quand j'en ai été élu le président et faire en somme ce que d'autres font à partir de quelque chose qu'il faut créer de toutes pièces, c'est-à-dire d'abord lutter contre une caricature et reconstruire une image positive, en l'occurrence une image de jeunesse industrielle, commerciale et pas seulement touristique. Alors, quand on parle de ce marketing territorial, la question qui est aujourd'hui d'actualité au Maroc, c'est celle de la régionalisation avancée et comment justement mettre chaque région à l'honneur. Alors, vous représentez, je n'ai pas envie de dire la région de Casablanca, mais un grand projet, en tout cas dans la région de Casablanca, un projet ambitieux qui est Zenata. Qu'est-ce qui fait que ce projet donnera une image nouvelle de cette grande région du Grand Casablanca? Je ne peux pas avoir cette prétention, mais nous appartenons quand même, c'est un territoire qui se trouve en Casablanca et Mohammedia, donc il est au cœur de la région Casablanca-Stade, qui est aujourd'hui une région qui draine quelque chose comme 40% du PIB national, donc elle est économiquement très forte. Donc quand on pense à brander ou à donner une marque à un territoire dans cette grande région, on ne peut pas faire l'économie de l'étude de toute la région et de ce que ça peut apporter à ce territoire. On a la chance d'avoir un territoire qui est situé au cœur de cette grande région. Et il est clair que pour
réfléchir à un marketing territorial, à une marque à donner à un territoire, il y a une approche. Cette approche, elle se décline en trois dimensions importantes. La première dimension, c'est cette dimension de région ou de pays ou de suprarégionalité. Quand on parle d'un projet comme Znetsa au cœur de Casablanca, on ne peut pas ne pas penser Afrique et ne pas aussi lui donner cette connotation africaine et un positionnement qui pourrait être africain. En déclinant aujourd'hui, par exemple, toutes les locomotives du projet économique qui font qu'on va atteindre des 100 000 emplois qu'on veut, ils peuvent être portés par le pôle commercial, pôle éducation, pôle santé ou d'autres. Ces pôles ne se contentent pas uniquement d'une étude du marché stricto sensu lié à Casablanca ou au Maroc. On va chercher même le besoin du marché africain pour pouvoir rendre ce territoire attrayant aussi pour cette population qui appartient à notre continent aujourd'hui. Donc là, la deuxième partie à examiner, c'est par rapport au territoire lui-même. Qu'est-ce que ce territoire pourrait aussi offrir aux citoyens d'une manière économique, par rapport au bien-être, par rapport aussi à l'emploi, par rapport à la mobilité, au transport, par rapport à l'histoire du projet, parce qu'on ne peut pas non plus prendre un territoire, c'est vrai que c'est une page blanche, mais il a une histoire, il appartient à une région. Znetsa, le nom qu'il porte, c'est une tribu berbère qui était les premiers constructeurs de villes dans l'histoire du Maroc. Donc il y a un soubassement historique. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, qui nous a pris beaucoup de temps pour construire la marque, c'est l'approche du bas en haut, c'est-à-dire la société civile, les associations, les élus locaux, l'autorité locale avec laquelle nous avons travaillé avec des workshops, avec des échanges, etc. pour pouvoir construire une marque de ce territoire. La difficulté d'une marque d'un territoire, c'est que c'est une marque qui accompagnerait le projet dans le présent et dans le futur. Donc il faut qu'elle ait cette vision future du territoire. Donc on s'extrapole dans le futur, on essaie de ramener l'image du futur au présent, un peu compliqué, très technique, mais elle doit absolument répondre à cela. Une marque qui n'est pas quelque chose d'immuable, elle est reliftable, elle est évolutive, mais les fondements de la marque doivent rester et accompagner le territoire quelques décennies au moins pour qu'elle ait un sens réel et qu'elle soit comprise et portée par le citoyen aujourd'hui et demain. Alors, portée par le citoyen et aussi portée par le secteur privé, est-ce que, Michel Vauzel, il y a cette implication, en tout cas ce partenariat public-privé on utilise ce terme pour peut-être définir des partenariats dans de gros projets, en tout cas concrets, mais pour brander et pour donner une marque à la région. Est-ce que ça a été le cas pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Tout à fait. D'abord, sur le terme de marketing, il y a un problème, c'est qu'on ne vend pas une région comme on vend un produit industriel ou commercial. Parce qu'il y a ces hommes et ces femmes dont vous parliez tout à l'heure, ces dimensions de démocratie participative. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui comprenne ce qu'est la mondialisation et la globalisation et comment on doit se défendre. Défendre sa culture et aussi défendre son développement économique. Et donc ce que j'ai fait notamment avec le secteur privé, c'est que chaque déplacement que j'ai fait dans le monde par une espèce de diplomatie régionale, je dirais, soutenue par le gouvernement national, bien sûr, ça a été en Chine, en Amérique latine, en Afrique, et particulièrement avec des partenaires plus stables, au premier rang desquels précisément la région de Tanger. Quand il y a 18 ans, j'ai été élu président de région, j'ai été pendant 18 ans jusqu'à maintenant, ça a été ma volonté, parce que je connaissais Tanger, et parce qu'il y a eu la volonté de Sa Majesté le Roi de faire de Tanger ce qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens à Tanger pour prendre des idées pour ma région, parce qu'on voit ce qu'est le port de Tanger, on voit ce qu'est la ville de Tanger, on voit comment cette ville a changé tout en gardant son image ancienne, culturelle, très attrayante. Elle a changé en devenant une véritable image de puissance économique absolument rayonnante. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre quelquefois les Français être des donneurs de leçons, disant nous, les droits de l'homme et ceci et cela. Aujourd'hui, je viens vous dire très franchement et sans démagogie, je ne vais pas me présenter aux élections à Tanger, c'est à Tanger qu'on vient chercher des idées. Et un exemple de notre bonne coopération, c'est que lorsqu'il y a eu la COP21, qui est quelque chose de très important pour l'écologie, eh bien, j'ai demandé au président de la République de l'époque de faire une MEDCOP avec toutes les régions méditerranéennes à Marseille. Il a accepté
Et du coup, Tanger a dit, mais nous allons suivre cette idée. Et il y a eu ensuite une MEDCOP l'année suivante à Tanger qui a très bien fonctionné. Donc voilà, les industriels, c'est la main dans la main que nous avons parcouru le monde. Chaque fois qu'il y avait un déplacement, chaque fois que j'organisais une conférence, c'est toujours avec le secteur privé et en les rendant acteurs et non pas sentant le pouvoir politique comme quelque chose d'oppressant ou de directif, mais en prenant leur volonté de s'épanouir dans une région qui a d'abord une tradition en effet touristique alors qu'elle a maintenant une réalité industrielle et commerciale très importante. Je me tourne vers le directeur général de la Société d'aménagement de Znata. Dans la création de ce projet ambitieux qui est cette zone d'aménagement de Znata, est-ce que vous vous êtes inspiré d'une région en particulier dans le monde? Si oui, laquelle? Alors, vous mettez le doigt sur l'erreur à ne pas faire. Alors justement, quand on attaque un projet de cette taille, on a besoin de benchmarker. Voilà. On a besoin d'échanger, de voir un peu les best practices qui ont été opérés dans d'autres projets. Alors on s'est rendu compte, les 50 dernières années, que tous les territoires ouverts à l'urbanisation de par le monde, on a fait quand même un benchmark à 360, que le succès des territoires ou leurs échecs vient de deux facteurs clés. Alors, je peux vous dire aussi un indicateur qui m'a rendu perplexe et très penseur, et très pensif, c'est que 75% de ces territoires ouverts à l'urbanisation les 50 dernières années sont considérés entre guillemets comme des échecs. Alors, et les troncs communs de ces échecs viennent du fait qu'on bâtit un territoire sur un monoactif, c'est-à-dire soit on dit c'est un territoire de l'industrie, c'est un territoire du service ou c'est un territoire de l'habitat. Et on oublie de trouver le juste mixte entre ces trois composantes qui ont l'emploi et le résidentiel. Ça, c'est hyper important. Le deuxième tronc commun des échecs qu'on a pu constater, c'est que l'accessibilité territoire. Or, il ne faut jamais construire un territoire nouveau sur la base d'une opportunité foncière. On ne fait pas un territoire parce qu'on a une opportunité foncière. Au contraire, même si le foncier est compliqué à assainir et qu'il est accessible et qu'il est proche du citoyen, il faut aller vers la concentration urbaine et c'est le développement durable. Nous avons construit une écocité. Alors je vous définis ce que c'est. Voilà. Alors une écocité, c'est très simple, c'est pouvoir pallier ou allier d'une manière durable trois composantes essentielles, l'économique, le social et l'environnemental. Mettre l'homme, vous et moi, au centre de la réflexion urbaine et voir cet homme, de quoi il a besoin. Il a besoin de se nourrir, il a besoin d'école pour ses enfants, il a besoin de loisirs, il a besoin de travailler, il a besoin de se déplacer, il a besoin d'un certain nombre de choses. Toutes ces choses-là, d'une manière systémique, d'une manière en phase, doivent être présentes au niveau d'un territoire lorsqu'il est conçu. L'écocité, c'est cela. Justement, une question qui me vient à l'esprit quand vous parlez justement de ces aménagements. Est-ce que le plan d'aménagement de Znata fait partie d'un plan d'aménagement global? Bien sûr. Donc, il a été mis en place et après vous vous êtes un peu adapté à cela ou vous l'avez travaillé conjointement avec les autorités locales? Bien sûr. Alors, l'urbanisation de Znata est une responsabilité de l'agence urbaine. De l'État. Oui. Et donc nous étions sur un territoire de 1860 hectares qui était à la base une réserve stratégique. Qu'est-ce qu'une réserve stratégique? Une réserve stratégique est un territoire qui n'est pas frappé par un plan d'aménagement, qui n'a pas de contraintes urbaines initialement. Était au départ un terrain agricole. Et donc, mais il appartient à une grande région. Cette région, elle est régie par un SDO, le schéma directeur d'aménagement urbain, qui fixe un peu les grandes orientations stratégiques de chacun des territoires urbains sur lesquels un développement peut se faire. Ensuite, ce SDO, par région, est décliné en plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement, c'est ce que nous avons fait avec l'agence urbaine et nous avons donné tout ce positionnement que nous avons voulu au territoire de Znata. Je cite un seul exemple qui va parler à tout le monde. Aujourd'hui, Znata, c'est 19 mètres carrés d'espace vert par habitant. 19 mètres carrés, quand on compare
à Rabat qui est à 12 ou 13, ou quand on compare, en tout cas, l'OMS exige un minimum de 10 mètres carrés par habitant. C'est quasiment le double. Hein. Donc voilà, on est quand même sur des ratios qui sont extrêmement importants. Donc le plan d'aménagement est du ressort de l'agence urbaine. Nous l'avons fait avec elle pour pouvoir donner ou traduire la vocation, le positionnement, l'écocité à travers le plan d'aménagement qui est un plan qui a une force de loi puisqu'il est publié au bulletin officiel. Très bien. Une autre question par rapport justement aux travaux. Où en sont aujourd'hui les travaux de cette zone d'aménagement de Znatsa? Comme j'ai expliqué, les facteurs clés d'échec des territoires, c'est de ne pas créer de l'activité sur un territoire et se concentrer sur le dortoir et construire des résidentiels. Oui, nous sommes un territoire qui vient résoudre des problèmes de logement puisque nous attaquons plus à la classe moyenne. Nous allons donner du logement à la classe moyenne. Mais avant de construire du logement, il doit d'abord amener de l'activité et de l'emploi sur le territoire et c'est notre vocation. Notre vocation se décline à mettre une ville de service, à mettre en place des locomotives qui créent de l'emploi. Et les premières locomotives que nous avons mis en place, c'est le projet commercial avec Ikea que vous voyez sur le territoire de Znatsa, qui est vraiment la locomotive d'un grand projet commercial que nous faisons avec des investisseurs marocains et étrangers. D'autres pôles vont suivre, le pôle santé, le pôle éducation sur lesquels nous travaillons. Donc pour nous, le résidentiel est un induit de l'activité et non pas l'inverse. D'abord, il faut asseoir le territoire par rapport à l'emploi et venir après chercher le résidentiel sur lequel nous sommes en train de travailler. Et d'ailleurs, notre premier lotissement qui a eu un engouement important des promoteurs et aujourd'hui il a été réceptionné. Les travaux des premiers immeubles ont démarré en 2018. Donc le premier habitant par rapport à cette catégorie-là viendrait en 2019-2020. Tous les travaux d'infrastructure hors site, l'amener d'eau, d'électricité, assainissement, ils sont achevés et les grandes infrastructures routières importantes, entre autres le grand échangeur qui est la porte de la ville est achevé et les grandes infrastructures d'ici l'été 2018 ils seront achevés pour la partie ouest qui aujourd'hui, qui a été aujourd'hui homologuée par un plan d'aménagement. Je me tourne vers Michel Vauzel. Quand on parle de clés de réussite pour un marketing territorial efficient, sur les 18 années où vous avez présidé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lesquelles vous en semblez pérennes et à appliquer, quel que soit, en tout cas, on va dire, les circonstances? J'ai retrouvé dans ce que vous venez de dire mes préoccupations en tant que responsable politique pendant ces 18 années de présidence, puisque j'ai veillé à ce que on connaisse, aussi bien en Chine qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, qu'en Europe, qu'il y avait en Provence autre chose que des olives qui sont très bonnes au Maroc également, ou d'autres produits agricoles de grande qualité, mais qu'il y avait une industrie et des industries performantes et nouvelles, notamment à travers un certain nombre de lieux près de Nice ou près d'Aix qui développent des espaces de nouvelles technologies. Il faut également donner envie aux Parisiens qui vivent mal dans une immense cité qui déborde tout ce qu'on peut imaginer pour la mauvaise qualité de la vie, pour des cadres notamment, ou pour des personnes qui travaillent dans la région parisienne, que l'on peut trouver un travail très rémunérateur, avec une vie agréable, retrouver une vie de famille, moins de temps de transport, et donc créer des activités en attirant des industriels qui se sont en effet déplacés et délocalisés de la région parisienne vers Arles, vers Marseille, ou les environs de Marseille, ou les environs de Nice. Et c'est ce qui permet, une fois que ces activités ont été déplacées, de déplacer, c'est ce que vous avez dit, des populations. Ce n'est pas la peine de créer des bâtiments et puis de dire, bien, on verra ce qui se passera, parce que les gens seront malheureux et repartiront. Donc d'abord, développer cet aspect économique, et ça, c'est en allant vendre, on peut le dire, la possibilité de créer des entreprises dans un espace agréable et ensuite maintenir cet équilibre, vous l'avez dit également, en faisant qu'il n'y ait pas d'un côté le quartier résidentiel populaire, de l'autre le quartier résidentiel bourgeois et puis le quartier où on travaille, mais veiller à une circulation grâce à l'idée de l'écocité, espace vert, espace de loisirs, espace de rencontre, où on recrée cet esprit de communauté
urbaines, c'est le cas de le dire, ça s'appelle souvent comme ça en France, de communautés urbaines, de destin commun et de vivre ensemble. Parce que ce qui nous menace le plus en ce moment avec la mondialisation, c'est une déshumanisation avec les systèmes Internet, les répondeurs téléphoniques automatiques. Les gens ne parlent plus à des gens, ils parlent à un téléphone. Et on le voit d'ailleurs, c'est en train de casser quelque chose de très profond en France. Donc il faut veiller à cela, et cela, eh bien, c'est à travers les écocités et l'établissement de travail d'abord, pour ensuite gérer le développement d'un urbanisme de qualité où on se rencontre et où on vit de manière agréable. Si on ne fait pas cet effort-là aujourd'hui, nous allons vers de graves problèmes de violence et d'incompréhension et qui risquent de peser sur la démocratie et toutes les valeurs auxquelles le Maroc comme la France nous sommes attachés. Quand on parle d'éco-cité, est-ce que le retour sur investissement d'une éco-cité, et quand vous parlez de 19 mètres carrés quand même pour chaque habitant, est-ce que ce modèle en tout cas d'investissement est facilement vendable puisqu'on parle de marketer aux investisseurs? Quand on parle d'urbanisation, il vaudrait mieux parler rentabilité économique plutôt que rentabilité financière. En termes économiques, ces territoires sont extrêmement rentables parce qu'ils positionnent le projet comme un modèle qui est en phase avec le citoyen, il est en phase avec l'économie, il est en phase avec la politique du pays, il est aussi en phase avec la vision que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, voudrait donner à l'Afrique et au Maroc dans l'Afrique. Et donc c'est pour cela que nous avons un référentiel. Ce projet, pour le monitorer, pour pouvoir le suivre, nous avons construit un référentiel. Ce référentiel, il part d'un certain nombre de principes qui font qu'une écocité peut être appelée une écocité, mais ces principes sont à contextualiser. Chaque territoire pour lequel nous voudrions construire un référentiel, il faut partir des principes qui le concernent. On est parti des principes. Et ces principes, ils ont ensuite été déclinés en thématiques liées aux 3 composants de développement durable, le social, l'économique et l'environnemental. Ce référentiel, nous avons eu la chance, à l'occasion de la COP22 l'année dernière, de pouvoir labelliser ce référentiel, puisque CEROE, qui est l'organisme qui est servi HQE à l'échelle internationale, il a certifié notre projet écocité, et aujourd'hui nous portons un label qui nous permettrait aujourd'hui d'aller aider et dupliquer cette expérience au niveau des pays africains. Donc nous sommes le premier projet à l'échelle internationale à être labellisé écocité et qui permettrait à travers cette expertise d'aller plus loin et porter notre politique et la politique du pays au niveau de l'Afrique, surtout que l'Afrique aujourd'hui, on le sait, est porteur de pas mal de problématiques urbaines qui doivent absolument être résolues avant la décennie à venir. Mohamed Amil Hajouj et Michel Vauzel, je vous remercie pour votre présence avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Éco-Débat spécial Meddays, spécial 10e édition des Meddays. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur notre antenne.